À une époque où la mondialisation érode la vivacité des traditions, où l'Europe réglemente à tout va, régions, villages et confréries séculaires resserrent les liens autour de ce qui leur reste le plus cher, mais pour combien de temps encore, la culture. À Château-Renard en Provence, la confrérie de Saint-Éloi honore son saint patron depuis le début du XVIe siècle par un rituel propitiatoire lié aux moissons et au solstice. C'est à la découverte du rituel estival, de ses acteurs et de ses modes de communication que nous invitent les membres de la confrérie. La Saint-Éloi est une fête religieuse avant tout. Au départ, c'était des processions. Ensuite, ça a été une bénédiction d'une charrette avec les chevaux qui servaient au travail, les hommes qui servaient à travailler. La récolte, on retrouve sur la charrette, le blé noir, les chardons gardères, l'avoine, etc., etc. Mais il est vrai qu'on se tourne vers une société où la religion perd de la vitesse. Il y a des gens qui prennent les fêtes de Saint-Éloi, des fois pour une vitrine. Et c'est toute la difficulté qu'on a, c'est de ne pas prendre les fêtes de Saint-Éloi pour une vitrine, mais bien pour une protection, on va dire, de notre saint patron, Saint-Éloi en l'occurrence. Le défilé de notre charrette, ce n'est pas un spectacle, comme on le dit souvent, c'est bien une procession avec une bénédiction devant l'église. Donc la connotation religieuse, on va dire, doit être très forte. Saint-Éloi est né dans le Limousin en 588, soit 2 siècles avant Charlemagne. Il fut orfèvre auprès du roi Clotaire II, puis du célèbre Dagobert, avant de devenir évêque de la ville de Noyon. À l'origine, Saint-Éloi est fêté d'abord par les agriculteurs. Le choix déjà d'avoir un saint patron, c'est d'avoir justement la protection de ce saint patron. Et pour leur cheval aussi, puisqu'on offre la fameuse tortillade. Et cette tortillade, qui est un petit peu le pain sacré, ils le partageaient avec leurs bêtes, pour obtenir les grâces de Saint-Éloi et en faire profiter le cheval. En tant que membre de la société officielle, on est des fois des sympathisants, mais on fait partie de cette grande famille, pour toutes les idées qu'elle représente, durant, on va dire, toute l'année même. Parce qu'on parle des fêtes de Saint-Éloi d'été, mais c'est presque une profession de foi, c'est une manière de vivre, c'est une entraide. Il ne faut pas oublier pourquoi les sociétés de Saint-Éloi. C'était des confréries avant, donc l'aide aux confrères, c'était l'aide de tous les jours, souvent des charitables, les premières confréries de Saint-Éloi. Et c'était eux qui ont commencé à s'occuper des morts, donc d'enterrer les défunts. Ça a commencé par ça. Le déroulement des festivités suit un processus qui se reproduit au fil des ans. 2 bailes, secondés par 2 capitaines, renouvelés chaque année, sont mis à l'honneur par la confrérie. Dans les autres villages, on parle très rarement de bail, on parle plutôt de prière. Le bail, si on regarde son sens étymologique, c'est en Provence, c'est surtout le représentant, le responsable du fermier dans l'exploitation. Alors ce bail, c'est l'homme de confiance, c'est l'organisateur des tâches quotidiennes de la ferme, des cultures, de la gestion des comptes. C'est quelqu'un qui s'occupe du mas dans un sens le plus large. En ce qui concerne le bail pour la Saint-Éloi de Château-Renard, il est choisi, mais s'il est choisi, c'est qu'avant tout, il se propose d'être bail. Ça, 1 an, 2 ans, 3 ans avant son année de fonction, on va dire. Et ce bail, d'abord, il fait la fête de la Saint-Éloi dans son mas, c'est-à-dire qu'il va accueillir la société pendant toute la fête. C'est chez le bail que va se faire la charrette, c'est chez le bail que la confrérie va accueillir toute la population qui va venir voir comment se fait la charrette, comment elle va être honorée. Également, le bail, c'est quelqu'un qui va être en tête de la confrérie pendant 1 an. C'est lui qui va être mis à l'honneur par toute la société, qui va la représenter dans toutes les fêtes voisines.
J'ai oublié de vous dire qu'il y avait 2 bailes à chaque fois qu'il était nommé à Château-Renard. Le premier bail, c'est chez lui que se passe la fête. Et il est accompagné de 2 capitaines. En général, ce sont 2 jeunes de la société qui sont issus souvent du milieu saint-éloi, mais qui également peuvent, découvrir la Saint-Éloi par leur métier de bail. On est obligé d'associer le mot bail au mot bailesse, c'est-à-dire c'est l'épouse du bail, comme son nom le dit. Et les bailesses gèrent le quotidien pour la garniture de la charrette au mas, c'est-à-dire que ce sont elles qui sont chargées d'accueillir toutes les personnes qui vont garnir la charrette pendant les 3-4 jours qui précèdent la fête. Ce sont elles qui vont garnir l'autel à l'église, ce sont elles qui vont garnir, aidées par les bails aussi, l'oratoire de Saint-Éloi. Et ce sont elles, bien sûr, qui vont être mises à l'honneur également le jour de la fête, puisque pour le défilé de notre charrette le dimanche, il n'y a qu'une ou 2 personnes, en général les bailesses, qui sont mises à l'honneur sur une calèche et qui défilent en tête de l'attelé. La charrette ramée est un joyau éphémère élevé à la gloire de Saint-Éloi. Sa garniture est constituée de 3 plantes longtemps cultivées dans la région de Château-Renard: le blé noir, l'avoine et le chardon cardaire. Le chardon était utilisé dans l'industrie textile pour gratter le drap tissé et le rendre ainsi moelleux, doux et chaud. 3 autres plantes sauvages, constituant souvent les haies, entrent dans la composition végétale de la garniture: le buis, le troène et le fusain. Quelques rameaux de pin et d'olivier décorent les tours qui surmontent l'ensemble. Les festivités estivales débutent par la marche de l'avant-dernier dimanche de juin au soir. Le cortège est structuré de manière rigoureuse. En tête, les bails de l'année et le président, les capitaines, les membres du bureau, la musique, les membres du conseil d'administration et enfin les sociétaires. Cette marche conduit les membres de la Société de Saint-Éloi chez les autorités civiles de la ville avant l'arrivée à l'église. Chers amis, suivant donc notre tradition, c'est avec joie que Conseil économique, une partie, et Conseil pastoral avec moi-même, nous vous accueillons ici à l'église Saint-Denis de Château-Renard. Vous faites ainsi la tournée, entre guillemets, des officiels. C'est une manière de reconnaître ce qui existe et une manière d'être reconnu. L'allocution du prêtre est honorée par une première aubade, suivie de la Cupo Santo, hymne provençal écrit par Frédéric Mistral.
Le rituel estival dure une semaine. Des membres de la confrérie se regroupent pour aller donner l'aubade à travers ce qu'ils appellent les tournées. Le lundi est consacré à la visite des zones industrielles et une partie du vendredi aux commerçants. Chaque matin, les confrères préparent et chargent les jardinières de drapeaux aux couleurs de la confrérie, de tortillades, ces pains en forme de couronne, ici emballés dans des sachets en papier. Du mardi au vendredi, plusieurs attelages sillonnent les campagnes, de masse en masse, au son du tambour et des galoubets. La pièce appelée Air de la charrette constitue le leitmotiv de la tournée. Dès que roulent les jardinières, les musiciens distillent cette mélodie pour sensibiliser les villageois à l'imminence de la fête. Marcel Nouguier est le descendant d'une famille de Château-Renard, une famille de Saint-Éloi. Depuis plus d'un siècle, ils sont tambours de père en fils. C'est aujourd'hui à lui que revient la responsabilité de donner les aubades. Autrefois, les aubades prenaient le nom de « réveil du saint ». Et cela signifiait que l'on éveillait l'attention du saint patron aux diverses offrandes matérielles et immatérielles faites à son attention. En retour, les membres de la confrérie attendaient sa sainte protection. Oui. L'aubade se constitue de 3 airs, 3 rigodons. Généralement, on joue un rigodon par famille présente dans le mas. À savoir que maintenant, bon, les gens restent seuls, mais à l'époque, il peut y avoir 2 ou 3 générations dans le même mas. Donc on jouait un air, 2 airs ou 3 airs. Si les enfants n'étaient pas mariés, on ne jouait pas. On ne jouait pas le 3e air. S'il y avait encore un petit-fils marié, à partir du moment où il y avait une 3e famille, une 3e génération, on jouait le 3e air. Maintenant, quand on arrive chez, disons, certaines personnalités ou certains membres particuliers de la société, là on va jouer aussi les 3 rigodons. Quand on arrive dans un match, généralement, celui qui mène la jardinière sait dans quel match il fait, et il sait combien il y a de familles. Donc il dit s'il y en a joué, s'il y en a joué 2. Comme aussi de ne pas jouer. Quand il y a eu un décès dans la famille, normalement, on ne joue pas. On ne s'arrête d'ailleurs pas au mas. Quand on va passer devant le mas, on va même taire la musique. Éventuellement, on enverra quand même un capitaine
porter la tortilla dans le drapeau pour signifier qu'on ne les oublie pas, qu'ils font partie de... mais en marque de deuil, en ne passant pas en masse et en taisant la musique. Les aubades, ce sont des airs napoléoniens, ce sont les rigodons, c'est la Diane, c'est le rigodon d'honneur napoléonien. On pense que nos anciens qui étaient musiciens dans l'armée et qui à l'époque faisaient 7 ans, ont ramené ça pour nos fêtes. Et comme ce sont des morceaux qui sont très durs à jouer, qui demandaient de la dextérité, il se faisait un plaisir et un honneur de jouer ces airs-là pour rendre honneur aux gens qui nous recevaient. Si aujourd'hui les musiciens jouent le galoubet, il n'en a pas toujours été ainsi. Il semblerait qu'au départ c'était le fifre. Mais bon, le fifre a été un peu abandonné chez nous. Après 70, ça a été... On s'est tourné vers le galoubet parce qu'à travers les groupes folkloriques, il y avait des gens qui jouaient encore du galoubet. Et que les jeunes, on va dire, que ce soit des jeunes de Saint-Éloi qui faisaient partie d'autres groupes folkloriques ou d'autres qui venaient par sympathie, etc. Je savais jouer du galoubet, donc ils ont commencé à jouer les aubades au galoubet et on est resté comme ça depuis, on va dire, 30-40 ans. Voilà. Les concertistes préfèrent bien entendu la noblesse des bois précieux pour la fabrication de leur galoubet. Toutefois, pour la Saint-Éloi, ils ont délibérément choisi des instruments en plastique ou en métal. Pour différentes raisons. D'une part, il est plus puissant qu'un galoubet en bois, et puis il est moins fragile. C'est surtout ça. Il est moins fragile, ça coûte une misère, alors qu'un galoubet, même en, je ne dirais pas d'ébène, mais le moindre galoubet, ça coûte 800 ou 900 francs. C'est surtout la fragilité, parce que quand la personne qui joue sur une jardinière, en courant, donc avec un instrument dans la bouche, même André Gabriel, pour le nommer, qui vient souvent, lui, avec ses vrais galoubets, il dit que ça devient de l'exercice de haute école. Parce que toutes les 5 minutes, on a le galoubet qui tape les dents ou autre chose. Donc ça fait mal, ça les abîme, on n'arrive plus à retrouver les tonalités. Et donc les jeunes, c'est les jeunes qui ont commencé à faire ça. Hein. Les jeunes qui, à un moment donné, il est sorti ces galoubets. Les galoubets, c'est une plastique, c'est une création d'André Gabriel. Hein. Voilà, et ces galoubets qui sont sortis plastiques, comme on dit, ils ont dit c'est plus pratique que ça sonne plus fort, c'est plus facile. Si on les casse, c'est moins cher aussi. Et puis voilà. On les mord souvent, il les pince avec, parce que comme ils sont fins, il les pince avec les dents pour arriver à le garder dans la bouche pour pouvoir jouer, parce qu'autrement, ils n'arrêtent pas de sauter. Et ils se font mal, et ils arrivent à se blesser ou quoi. Généralement, d'ailleurs, on les voit jouer souvent de travers. On leur dit qu'ils jouent mal, ils jouent le galoubet de travers, c'est justement pour ne pas se faire mal, parce que quand ils jouent le galoubet de face, s'il y a un à-coup, ils se font mal. Hein. Alors, ils jouent de travers, bon, mais il y a moins de risques. Ils ont trouvé des solutions. Ça, c'est de l'évolution. Aujourd'hui, le galoubet est devenu un instrument capable d'interpréter des répertoires variés, sensibles et virtuoses. Mais qu'en était-il à l'origine ? André me disait un jour qu'effectivement, il trouvait là l'origine et la raison d'être des galoubets des tambours. Il disait que pour lui, le tambour et le galoubet, c'était ça. C'était avant tout animer les fêtes. Après, c'est devenu un instrument qui est devenu plus élaboré pour jouer autre chose, mais au départ, c'était le fifre, le tambour, puis le galoubet, le tambour, c'était pour annoncer les fêtes, c'était pour faire la fête. Qui n'était pas très évolué, d'ailleurs, c'est pour ça que les airs aussi n'étaient pas très évolués, on jouait simplement.
Jouer le galoubet comme ça, et jouer le même air tout le temps, il trouvait que c'était là sa raison d'être première. C'est le vendredi soir que prend fin la tournée des Jardinières. Au moment où l'équipage rentre au mas des bailes, les musiciens rendent les honneurs aux bailes et aux bailesses et par la même occasion à ceux qui ont garni la charrette. Les participants marquent leur attachement à leur terre en chantant la Cupo Santo. Les festivités se poursuivent avec la farandole, menée comme il se doit par le président de la Société de Saint-Éloi. Le dimanche matin, dès 7h, débute la messe en plein air au Mas des Bailes, une messe dite en langue provençale. Considera per la Gleise, come gli amis privilegia de Dieu, partageant déjà la gloire du Christ. Pour la circonstance, dames et demoiselles ont revêtu le costume arlésien traditionnel. De fait d'incertitude, prions le Seigneur. Au moment de l'offrande, les capitaines montent à l'autel une corbeille de tortillade pour la faire bénir. Eiso è il calice de mon sang, le sang de l'Éternel et nouvelle alliance, que per vous autres et per les hommes sarà escampa en rémission du péché. Fare sacco en mémoire de Dieu. Afin d'affirmer leur attachement à Saint-Éloi, les participants chantent un cantique composé par une figure locale, Jean Nouguier. Il évoque les grandes étapes de la vie légendaire du saint, une manière de transmettre la connaissance par l'oralité.
La messe est suivie par la procession à travers les rues de la ville. Elle constitue l'apothéose du rituel estival. Cette année-là, près de 60 chevaux étaient attelés devant la charrette ramée. Le cortège effectue 3 fois le tour de la ville. Une procession qui visait autrefois à protéger la cité. La charrette est précédée par des groupes de musique et de danse au caractère profane. En passant devant l'église, l'attelé reçoit la bénédiction du prêtre, ultime geste sacré du rituel. Ce qui attire principalement les spectateurs en nombre, ce sont ces étranges et superbes parures équestres. On a des harnachements dits à la mode sarrasine, mais l'origine exacte on ne la connaît pas. Les gens font des suppositions. C'est vrai que nous avons été pendant le sud de la France et même l'Espagne, tout ça a été longtemps sous la domination des Maures, des Sarrasins. Et comme ils avaient ce genre de garniture sur leurs chevaux, on a supposé qu'on avait repris un petit peu ces garnitures sur les harnachements de nos chevaux. Les motivations qui conduisent aujourd'hui chaque personne à côtoyer de près ou de loin la confrérie sont de diverses natures. Dans notre société, les gens viennent de plusieurs raisons. Il y en a qui viennent pour le côté religieux, il y en a qui viennent pour le côté traditionnel, il y en a qui viennent pour l'amour des chevaux, et puis il y en a qui viennent pour la fête. Pour la fête, hein, Donc il y a ces 4 vecteurs qui font la société de Saint-Éloi-Châteaurenard. Vous interviewez des anciens, et certains qui avaient des anciens avant tout, monde agricole ou autre, la religion était la base de tout. Voilà, actuellement, c'est plus dur. C'est vrai que maintenant les gens nous reçoivent parce que ça fait plaisir de recevoir la société, ils font partie de Châteaurenard, ils voient arriver chez eux 8 jardinières, la musique en tête, tout le monde, pour eux c'est ce plaisir-là. Mais ils oublient souvent quelle est la raison de ces aubades, quelle est la raison de ces tournées de masse. À la fin des années 1970, le monde paysan délaisse définitivement le cheval au profit d'une agriculture motorisée, obligeant les confréries à se réorganiser. Dans les années 1970, c'était la fin du cheval. On est passé à l'heure du tracteur agricole, les chevaux, il n'y en avait plus. Lorsque les sociétés, dans chaque village, voulaient faire leur propre charrette de Saint-Éloi, ils n'avaient plus de chevaux, il leur restait 4 mulets. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu une des dernières charrettes de Saint-Éloi faite par la Société uniquement de Châteaurenard. Il y avait une vingtaine de bêtes. Il y avait de tout. Des bêtes, oui, comme il y a de tout. Il y avait des camarades, des baracans, il y avait tout ce qu'on pouvait trouver. Un seul cheval de très digne de son nom, c'était celui qui était dans les bras. Sinon, il n'y avait plus de chevaux. Et comme en plus de ça, nos fêtes étaient en train de péricliter, c'est justement les présidents des sociétés des villages environnants qui fêtaient Saint-Éloi et Saint-Aurore, 7 villages qui ont décidé de se regrouper en une fédération pour s'entraider et donc sauver nos traditions. Donc en se regroupant, ils ont permis d'avoir des charrettes avec un peu plus nombreux, ils ont relancé un petit peu les fêtes qui étaient vouées à disparaître carrément. Il y a 12 villages réunis dans cette fédération. Ouais. Comme je dis, avant l'heure, c'était l'intercommunalité. Oui. L'intercommunalité qu'on est en train de créer aujourd'hui, il y a 35 ans en arrière, les anciens, ils avaient créé autour des fêtes traditionnelles et ils ont donné l'exemple. Et ils avaient bien compris le pourquoi, parce que si chacun était resté dans un petit coin, on n'en parlerait plus aujourd'hui, voilà, c'est clair. Si certains ont des velléités d'appropriation de la société de Saint-Éloi de Châteaurenard, qu'on se le dise, la Saint-Éloi n'est pas à vendre.
Nos traditions, c'est beau. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Il y a la musique, on en a parlé tout à l'heure. Il y a le costume provençal, il y a les chevaux, il y a par derrière également la Provence. C'est un mot qui plaît beaucoup à l'heure actuelle. On en parle un petit peu à tort et à raison. Et donc, justement, on essaie de s'approprier nos charrettes. Maintenant, nos charrettes, ce sont des événements essentiellement, on va dire, religieux au départ. Donc, je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est invendable. Hein. En plus, c'est tout un village qui est derrière chaque charrette. Et je vois mal, aujourd'hui, refaire une Saint-Éloi dans un autre village pour un événement bien précis. Quoi, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut venir vivre chez nous et qui est, je me répète peut-être, mais qui est invendable. C'est invendable, malheureusement. Il y a des gens, des municipalités qui se rendent compte que cette manifestation, cette procession que nous faisons avec nos chevaux, plaît énormément au public et qui cherchent donc à reconstituer chez eux que le côté spectacle. Eux, s'ils voient c'est la cavalcade, 50 chevaux attelés, c'est quelque chose de merveilleux. Ils n'en prennent que ceci. Le côté religieux, ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est le spectacle et ils essaient d'obtenir dans leur village ce genre de spectacle. Pour eux, spectacle. Et il se trouve qu'il y a des gens bien intentionnés qui sont capables de monter des attelages avec des chevaux, des charrettes, et qu'ils vendent à ces municipalités. Donc il n'y a plus du tout aucun esprit de ce qui était la raison d'être de nos charrettes. On arrive à admettre qu'une société qui a eu un passé de tradition veuille le faire renaître, mais il y a des villages qui n'ont absolument pas du tout cette tradition, mais qui veulent faire un spectacle uniquement. Et on sait très bien, on connaît ces villages qui font depuis des années des charrettes. Mais c'est un spectacle, c'est une cavalcade, c'est un corso. Christophe Goliath, tu vas où? Être confrère actif de la Société de Saint-Éloi, c'est faire le choix d'une construction individuelle qui s'inspire du modèle des anciens par imprégnation plutôt que par dogme. Il n'y a pas de précepte bien établi à l'avance. Par contre, il y a certaines règles. Hein. En religion, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, quelque part par là, il y a déjà un cadre. La Saint-Éloi, c'est un honneur quand on va voir quelqu'un. Donc, les jeunes doivent transmettre également cet honneur. Et en nous voyant faire, ils savent les limites qu'ils ont à ne pas dépasser. Quoi. Mais il n'y a absolument rien d'écrit, d'enseignement. Quoi. Non, c'est certain. Et les points de repère, ils se prennent de tout petit parce que bon, ils commencent à faire les tournées avec nous à 14-15 ans. Et une chose qui m'a toujours marqué, le jour où je suis arrivé dans un mas et que j'ai vu un couple d'un certain âge, pour moi qui avait peut-être 17-18 ans, je ne me rappelle plus exactement l'année, et qu'au moment où on a joué le bad, j'ai vu le grand-père tomber la casquette, être raide, comme s'il entendait l'hymne national. Pour moi, en tant que jeune à l'époque, ça m'a figé quelque part. Je me disais, pourquoi cette personne réagit comme ça? Et ça m'a fait poser des tas de questions. Et quelque part, ça fait partie aussi de ces règles que le jeune va prendre à travers ça, à travers la politesse qu'on peut avoir lorsqu'on arrive quelque part et qu'on est reçu, à travers différentes règles de vie. Maintenant, on ne fait pas de réunion particulière pour enseigner ça. Mais je crois que tout seul, en voyant vivre la société, en voyant vivre ses amis plus ou moins vieux, parce qu'on a des gens de tout âge, et c'est ça qui est beau, et des dames aussi. Donc on a ce respect qui se communique, et donc ces fameuses règles, on peut appeler ça comme ça. Faire partie de la Société de Saint-Éloi, c'est aussi une marque d'identité, et c'est son racines. On est Saint-Éloi, on est des châteaux-renards, on met en valeur le costume provençal, on met en valeur la langue provençale. Je pense que c'est une marque d'identité, c'est nos racines. Et personnellement, je le ressens comme ça. Hein. Bon, on peut être européen, on est avant tout français, surtout provençal, avant tout château-renardais et en plus de Saint-Éloi. Et c'est encore une identité plus précise. Et d'ailleurs, des fois, on nous dit, vous mettez encore des textes en provençal, il y en a qui ne voudraient pas en parler, parce que le provençal, comme les langues, malheureusement, surtout en Provence, que la langue provençale, il y a bientôt plus grand monde qui la parle. Mais nous, personnellement, je suis de ceux qui disent on continue à faire nos affiches en provençal. C'est une identité. On fait demi-tour et on va s'arrêter devant les halles. Il y a 2 ou 3 magasins, on va les attaquer. À travers cette Europe, puisqu'on parle de l'Europe, on essaie de nous faire rentrer dans des moules qui soient
tous les cas de figure. Hein. Et ça, le plus difficile, c'est arriver à maintenir notre tradition dans le cadre, comme disait Marcel, tout en quand même essayer de respecter quelques règles et quelques contraintes. Ce n'est pas des règles, c'est quelques contraintes de l'Europe. Hein. Sur la sécurité, sur les chevaux, sur les routes, des problèmes comme ça. Quoi. On est obligé d'y passer. Mais par contre, c'est pas qu'on essaie de biaiser, mais enfin, avant de le faire, on se renseigne bien, on voit d'abord notre tradition jusqu'où on peut aller pour modifier le moins possible et s'adapter à ces contraintes. Pour revenir sur la défense et sur l'identité, certains, comme dit Marcel, on est Saint-Éloi, on est Château-Darnais, on est Provençaux, on est Français, on est Européens, on est tous plus ou moins des défenseurs avant tout de notre province, de notre identité, et on le fait savoir, pas qu'à travers Saint-Éloi, on fait partie des fois d'autres associations qui défendent la langue, le costume et tout ce qui s'ensuit, et on fait tout pour être reconnu. On ne dit pas si on y arrivera, comme les Corses, comme les Bretons, etc., ou comme d'autres, hein, il n'y a pas que nous. Mais il faut tout faire pour pas que l'Europe nous mange, hein, ça c'est certain. Même si c'est comme ça, l'Europe existe, elle est grande, elle apportera certainement du bonheur à d'autres gens dans l'Europe entière. Oui, mais il faut quand même que chacun puisse garder son identité, défendre sa langue, défendre sa tradition, défendre sa musique, son costume, et ne pas être dirigé par des gens qui sont très loin, en disant vous faites comme ça et vous faites pas comme ça. Ça a été de très belles fêtes, il a fait beau, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait énormément de charretiers et beaucoup de charretiers puisqu'on a eu pas loin de 60 chevaux. On ne cherche pas la concurrence quand même, hein. En nombre on cherche, surtout c'est notre fête et qu'il y ait la qualité avant la quantité. Donc on est satisfait. Il y avait la Reine d'Arles, il y avait l'ancienne Reine d'Arles, il y avait les groupes folkloriques de Château-Renard, l'école des Tours, les Cavaliers du Castel, donc ça finit la fête, c'était très beau.